On va commencer. J'espère que vous êtes là pour les images responsives. On va parler que de ça pendant 1h30. Donc pour commencer, je m'appelle Nicolas Oiset, vous avez sans doute vu sur le programme. Je suis cofondateur et directeur d'innovation de Cleverage, une agence qui fait du conseil et de la réalisation de projets web et mobiles. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou Mastodon, selon vos préférences. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer par un bref rappel. Avant ça, levez la main ceux qui ont déjà mis en œuvre des images responsives, et qui pensent l'avoir fait en tout cas. Okay. Non mais laissez la main levée. Laissez la main levée si ça a été facile. Ah, ok. D'accord. Bon, on va voir un certain nombre de choses. Donc un bref rappel sur ce qu'est le standard des images responsives et les grands cas d'utilisation. Je ne vais pas tous les balayer, juste pour reposer les idées pour ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise. Donc on a en fait un standard qui a un nom chapeau qui s'appelle Picture. Mais en fait, il n'y a pas que Picture dedans, donc le nom n'est pas forcément très adapté. On a une nouvelle balise Picture, effectivement, qui permet de faire des choses sympas, qu'on va voir, qui reprend aussi la balise source qu'on avait déjà en vidéo et en audio, depuis le début d'HTML5. Mais on a aussi deux attributs qui sont hyper importants, qui sont src7 et sizes, qu'on peut utiliser sans Picture, donc directement sur la balise IMG. Donc ça nous permet de gérer différents cas. Ici. J'ai pas vu que ça passait au-dessus. Ok. Donc, un premier cas, c'est avec ce qu'on appelle le descripteur X, donc source set avec un descripteur X, qui va nous permettre de gérer une largeur d'image fixe. Donc là, vous voyez, sur différents breakpoints de ma page, j'ai cette image-là qui est d'une largeur qui est constante. Par contre, je peux avoir une densité d'écran qui est variable entre les différents appareils. Donc j'ai la syntaxe avec le X qui va me permettre de gérer ça, en précisant dans l'attribut source set différentes images, et pour chacune, à quelle densité elle correspond. Et le navigateur va pouvoir utiliser la meilleure image en fonction de la densité qu'il va connaître venant du système. Donc le navigateur va choisir la résolution la plus proche, inférieure, globalement. Donc si je suis sur un écran de densité 3 et que j'ai cette syntaxe, il va prendre l'image de densité 2 parce que je ne lui fournis pas une image de plus grande densité. D'accord ? Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'avec cette syntaxe X, on lui indique la densité et c'est fait pour des images de taille fixe. Alors quand je dis taille d'image, ici et quasiment tout le temps dans la présentation, c'est la taille au sens CSS. C'est-à-dire c'est en nombre de pixels CSS relatif au viewport et non pas en nombre de pixels physiques de l'écran. Ce qui fait que justement on a cette densité qui est l'écart entre les deux, la ratio. Donc ça c'est la première syntaxe qui a été implémentée dans la plupart des navigateurs qui correspond à finalement le moins de cas d'usage parce qu'on a relativement peu souvent des images de largeur fixe quand on fait du responsive. Une des recommandations du responsive étant d'avoir une grille fluide et des images qui sont fluides à l'intérieur de cette grille. Forcément, les images fixes sont peu courantes. Ça va être sur des avatars, par exemple, sur des choses comme ça. Deuxième cas, avec toujours l'attribut src7, mais le descripteur W, qui va être utile cette fois pour des images de largeur variable et une densité d'écran variable. Là, vous avez l'exemple avec cette bannière qui est pleine largeur tout le temps. Donc, cette largeur, elle varie en fonction du viewport, évidemment. La densité d'écran peut varier. Vous pouvez avoir une plus grosse densité là que là, ou l'inverse, enfin, tout est possible. Et on va utiliser donc, une fois de plus l'attribut source set, mais avec un descripteur W qui va exprimer la largeur de l'image. Donc là, on a toujours cet attribut source set. On a une liste d'images. Là, dans le nom du fichier, j'ai mis la dimension pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Là, on a bien la dimension en nombre de pixels réels de l'image. D'accord ?
Donc là, on n'est pas dans le cas d'une dimension en pixels CSS, on est sur des pixels réels. Et donc on va utiliser W pour dire c'est le width, donc la largeur de l'image, en pixels. Et là, pareil, le navigateur va faire son choix en fonction de ce qu'il va voir comme largeur de viewport. Il va se dire, ben, ici par exemple, je suis peut-être à 800 pixels de large. Il va imaginons on est sur une des premières tablettes qui était en densité 1, ben, 800 pixels. Je regarde, j'ai une image de 640, une image de 1024, ben, je vais prendre celle de 1024 pour pouvoir couvrir ma surface. D'accord? Donc simple. Après, si on a une densité différente de 1, il va multiplier la dimension là, du viewport par la densité. Donc, si je reste sur mon écran de 800 pixels de large en viewport, mais que j'ai une densité de 2, il va chercher une image de 1600. Je peux éventuellement lui en fournir une, ou un peu plus grande. S'il n'a pas suffisamment grand, il va prendre la plus grande, l'inférieure. Donc il va prendre aussi la 1024. Et si je lui en fournis une de 1600 ou plus, il aura pris celle-là. D'accord? Donc ça, c'est le cas où on a une image de largeur variable, la densité variable, et une contrainte qui vient du fait qu'on a un attribut qui nous manque ici, pour lequel on a une valeur par défaut, qui correspond en fait à une image qui est pleine largeur dans le viewport. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si on prend ce cas suivant, on a une image qui va être de largeur variable en fonction des viewports, une fois de plus, mais qui n'occupe pas tout l'écran. Donc si j'applique le code que j'ai vu avant, lui va se dire, ok, le viewport c'est 800, donc je donne une image de 800. Alors que ce n'est pas le cas. Donc on a un nouvel attribut, sizes, qui va permettre de dire au navigateur, attention, l'image n'est pas plein écran, en fonction de différents breakpoints correspondant à mes variations de layout de la page, je vais avoir des tailles d'images différentes. C'est là que ça commence à devenir un peu plus compliqué. Ici, on va avoir typiquement, on va dire, c'est des media queries, hein, comme dans du CSS. On va dire, en gros, max width 640 pixels, donc en dessous de 640 pixels de large pour le viewport. Mon image va être pleine largeur. On fait une approximation ici, on ne gère pas les marges, on pourrait le faire évidemment, mais pour simplifier, ici je dis l'image est pleine largeur. Donc j'utilise l'unité VW, viewport width. Donc je dis c'est en gros 100% de la largeur du viewport. Ensuite, jusqu'à 1280 pixels de large, qui correspond à un breakpoint particulier pour mon layout, l'image va occuper 60% ici de la largeur du viewport. Et enfin, au-delà de mes 1280, puisque je n'ai plus de media query, l'image va faire 400 pixels de large. Ici, j'ai un max width sur le conteneur à 1200, donc les images font 400. Et même si le viewport augmente, bah, je ne suis plus sur un ratio du viewport, je suis sur une largeur fixe. D'accord? Donc ça, c'est les cas relativement simples de gestion des images responsives. Ici, évidemment, on peut avoir autant d'images qu'on veut, avec différentes dimensions. Plus on en a, plus le navigateur pourra prendre celle qui est la plus proche, voire exactement égale à ce qu'il a besoin de remplir. Mais on va voir les différentes contraintes qu'on peut avoir sur ces choses-là. Oui. Je ne sais pas si on peut poser des questions. Oui, bien sûr. Je me demandais du coup pour l'attribut sized, quel est l'intérêt de le mettre directement en inline dans la valide alors qu'on pourrait effectivement utiliser une règle média dans une feuille de style à côté? Alors, c'est un point important, effectivement, que je n'ai pas mis dans les slides, donc merci pour la question. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu éventuellement au fond, pourquoi on met des instructions comme ça dans le HTML alors que dans la CSS, on a déjà de toute façon le layout qui a été décrit. Donc le navigateur il pourrait très bien faire le rendu avec les instructions CSS et puis du coup savoir quelles sont les dimensions qu'on veut afficher. Alors pourquoi on les met là-dedans? C'est parce qu'on veut que le navigateur soit capable de décider le plus tôt possible quelle image charger, alors qu'il n'a pas forcément encore tout le CSS ou même fait le rendu CSS. Donc du coup, juste en parcourant le HTML, il peut commencer à télécharger la bonne image, parce que là on lui dit quelle sera sa dimension, et il a peut-être en parallèle le CSS qui se charge, c'est pas un problème du coup, il n'a pas besoin d'attendre. Donc en termes de performance, c'est important. Le défaut de cette syntaxe du coup, c'est quand même qu'on doit reproduire le layout qui est déjà dans le CSS, aussi dans les images.
Là, c'est en termes de gestion de son code, ça veut dire qu'il faut bien synchroniser les valeurs, ce qui peut être compliqué, mais en termes de perf, on ne peut pas faire mieux. Tu as le cas de toute manière dès lors que tu as une image. Pardon? Dès lors que c'est une image de contenu. C'est une image de contenu. Oui, là, oui. tu vas chercher différentes images de contenu. En CSS, c'est pour les images d'arrière-plan et les images décoratives. Non, pas une image qui serait chargée par le CSS, mais une image qui serait dans un layout qui, lui, est défini en termes de dimension Oui, par le layout. je suis d'accord, mais là, tu peux charger différentes images en fonction de ce dont tu as besoin, alors que dans le CSS, tu ne pourrais pas intervenir sur les images de contenu. Tu chargeras celle qui est dans le code HTML ou pas avant de passer par le JavaScript. Oui, oui, mais là, on parle du CSS juste pour la dimension, pas pour le contenu. Le dernier cas important qu'on peut être amené à gérer, c'est une image qui n'est pas la même tout le long de tous les viewports, mais qui va changer de contenu, éventuellement, complètement, donc c'est pas visuellement la même chose, ou de ratio, donc là on passe d'une image en format paysage à une image en format portrait, et toujours cette densité d'écran variable, parce que ça c'est un paramètre de toute façon qui est toujours là. Donc là, on ne va pas pouvoir se servir uniquement de source set qu'on a vu juste avant. On va avoir besoin de distinguer vraiment les cas où ici on a une variation d'une même image en termes de dimension mais en gardant le même ratio. Et là, on change soit de ratio, soit de contenu. Donc c'est ce qu'on appelle la direction artistique en image responsive. Et on a besoin d'utiliser la balise picture. Là, elle devient vraiment nécessaire. Elle devient nécessaire parce qu'on va vraiment vouloir distinguer deux cas complètement différents. Et donc on va définir une source avec une media query qui nous dit ici jusqu'à 1280 pixels, donc sur les petites dimensions, bah alors je vais charger des images, et là je vais pouvoir reprendre le source set que j'avais dans l'exemple d'avant, pour gérer les variations en taille. Là, en l'occurrence, sur mes deux exemples, j'ai l'image qui est pleine largeur, ou c'est approximé pleine largeur, donc j'ai un sizing à 100 VW. Et derrière, alors j'ai pas besoin de mettre un deuxième source, parce qu'en fait, si le source et la media query n'est pas valide, il passe à la suite, et s'il y a aucune, on peut avoir plusieurs sources, et s'il n'y a aucune source qui s'applique, il prend l'IMG. D'accord ? Et là, on va pouvoir, pareil, mettre un source set et tout ça, et là on dit le size, bah, c'est 500 pixels, c'est une largeur fixe. Quand j'élargis après mon support, le design il est fixé à une certaine largeur. Donc j'ai pas besoin de mettre plus. Mais vous intéressez pas forcément à la valeur pour l'instant. C'est surtout la notion de source qui est importante. Et ce qu'il faut comprendre, que ce soit les source sets qu'on a vu dans l'exemple d'avant, ou le picture ici avec son source set, le navigateur, quand il va interpréter tout ça, et trouver quelle est la source pertinente, il va se comporter comme si c'était la source qu'on avait mis dans le IMG. D'accord? Donc notamment en particulier, en théorie, quand on veut faire du style, pour l'image, on veut y mettre des coins arrondis, on veut faire des choses particulières, bah c'est sur le IMG qu'il faut le faire, pas sur le picture. D'accord? C'est le IMG l'élément vraiment présenté dans la page. D'accord? Certains navigateurs vont supporter les styles sur le picture et les appliquer à l'image. Mais normalement, c'est l'image qu'on style. Voilà, donc ça, c'était les explications de base. J'espère que c'est compréhensible. Maintenant, j'avais demandé en amont de l'atelier que ceux qui le souhaitent posent des questions sur. J'avais ouvert un dépôt sur GitHub et j'ai dit créer des issues pour poser vos questions. Il y en a eu 5, dont une que j'ai rédigée moi-même d'ailleurs. Donc on va les passer en revue, quand même. Évidemment, je vous laisserai poser d'autres questions si vous en avez, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et on va voir donc 5 questions pour certains sujets assez classiques. Et derrière, pour compléter, j'ai un cas d'école, on va dire, enfin un cas une analyse assez complète d'un cas particulier pour vous montrer plein d'éléments de démarche permettant de mettre en place la bonne syntaxe. Donc, commençons par Mood. Je ne sais pas qui c'est quelqu'un qui est dans la salle. Non, qui a posé cette question. Non, même pas. Les gens qui ont posé des questions, ils ne sont pas là. Donc, voilà, le truc qui me rend fou, c'est une fois l'image la plus lourde chargée, on ne peut plus voir si l'image base dev se charge en resizant son navigateur. Machin. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez constaté, effectivement.
Si vous avez des images de largeur variable, et que vous avez donc un source set avec plusieurs images, si le navigateur a chargé une image de grande dimension et que vous redimensionnez votre navigateur, si le code HTML dit avec le source set, en fait, maintenant il faut une image plus petite, le navigateur il va se dire, ah, c'est bon, j'ai déjà la plus grande. Je ne vais pas aller charger la plus petite, je m'en fiche. J'ai déjà la plus grande, je sais la redimensionner. D'accord? Donc c'est une optimisation de performance finalement. Donc oui, pour débugger, ça peut être pénible. Donc en général, pour débugger, si on débug en faisant du resize de navigateur, on va essayer de commencer par charger la page quand l'image est à sa plus petite dimension. Comme ça, quand on augmente la taille, il va aller charger au fur et à mesure les images de plus grande dimension. Donc là, j'ai pas de recette magique. C'est une des difficultés du test d'image responsive. Tu précises que tu bosses en mobile first. Pardon? Peut-être qu'il faut que tu précises que tu travailles en mobile first. C'est pas forcément le cas. Bah là, ce que tu viens de décrire, c'est le cas. Pas forcément, parce que l'image peut être plus petite sur un grand viewport. Ça dépend du design. Si je reviens là, l'image ici est moins large que celle-là, mais bon, en fonction du layout, l'image peut devenir plus petite sur un plus grand viewport. Donc c'est pas forcément que je parte du navigateur le plus petit et je l'élargis. C'est vraiment en fonction de la taille de l'image que je vais tester. Et dans ce cas-là, tu trouves un intérêt de mettre une image de haute qualité sur un viewport mobile pour avoir une densité plus importante, mais plus qualitatif qu'un desktop, évidemment. Mais à côté de ça, c'est pas intéressant de charger une image plus détaillée sur un mobile parce qu'on ne la regarde pas. On est à une certaine distance d'écart. Donc, ça n'a pas d'intérêt d'aller chercher une image de meilleure qualité pour un viewport mobile. On restreint la connexion et on pourrait être dans les mauvaises conditions de réception d'image. En fait. Ouais, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des optimisations de poids en fonction du réseau, de choses comme ça. Enfin, on verra le temps que j'ai après, à la fin, éventuellement. Ce qu'il faut se dire, c'est que le navigateur, lui, va faire un calcul bête, il va prendre la densité, il va prendre la dimension CSS qu'il veut afficher, il multiplie, et ça lui donne la dimension d'image. Donc sur les smartphones récents où il y a une densité de 4, effectivement, on va se retrouver à charger des images énormes, beaucoup plus que sur desktop, où au mieux on a 2 comme densité. Donc même si la dimension affichée est plus petite, on peut se retrouver à charger des images plus grandes sur mobile, ce qui n'est pas forcément pertinent effectivement. Donc 2 c'est intéressant, puisqu'on voit une différence visuelle entre la densité 1 et 2. Par contre, au-delà, à 3 déjà on ne voit plus trop, et puis au-delà c'est sûr qu'on ne voit pas la différence. Puis souvent quand c'est sur mobile, c'est pas pour te faire plaisir visuellement, c'est surtout pour trouver l'information. Donc l'image est souvent là. Ça va dépendre des sites. Là sur le coup, c'est sans doute que majoritairement c'est pour trouver l'info et le visuel est moins important, mais il y a des cas où le visuel est très important. Il ne faut pas juger, ça dépend de chaque site. En e-commerce, ça marche pas. Les gens veulent zoomer sur les images pour voir bien les détails d'un produit. Après, le zoom, c'est pas forcément l'image qu'on a chargée au départ qu'on va laisser zoomer. Non, mais c'est une on peut avoir fonctionnalité une image de zoom dédiée en plus. Oui, sur la première question, sur le fait que redimensionner l'écran, enfin le viewport, ça ne changeait pas la source. Il me semble que si on utilise l'outil de simulation vraiment du navigateur, en tout cas de celui de Chrome, par contre, il change vraiment. Enfin, si on change la densité pixel, si on met un iPhone. Oui, alors ça, c'est si on change la condition de test. Oui. On change la densité, oui, il refait les calculs, donc il recommence. Voilà, Par contre, c'est juste si on se met en vue responsive, dans les outils de dev, on se met en vue responsive où on peut redimensionner juste la dimension. Là, il ne va pas refaire le calcul. D'accord. En tout cas, Enfin, il va faire le calcul. La densité de pixels, si on la change, il Oui. refait le calcul. Oui, parce que là, il considère que c'est un nouveau device, donc il repart. Si on change juste la dimension, il ne le fait pas. Bon, sur cette question, voilà, malheureusement, c'est une petite limite sur le test. Donc voilà, jongler avec les dimensions. Deuxième question de Morgane, qui est là. On a au moins une qui est là. Un truc qui me prend la tête à chaque fois que je replonge dans les images responsives, c'est dans quel ordre déclarer les images, le size et tout ça. Et c'est pas le même pour les images et le size. Donc les images au sens source set, je suppose. Donc là, si je reprends ce cas-là où on a une image effectivement de taille variable, en fait dans le source set, l'ordre est complètement indifférent. Parce qu'on lui dit, en gros, c'est une liste d'images qui ont des dimensions. Et peu importe l'ordre, il a juste un catalogue. Par contre, dans le source set, l'ordre est primordial parce qu'il va lire dans l'ordre, et dès qu'il y a une règle, donc une media query qui s'applique, il s'arrête. Donc la première qui s'applique, il s'arrête. Donc du coup, l'ordre, effectivement, a une importance. Dans size. Dans size. Mais du coup, là, il ne devrait pas mieux mettre la plus élevée d'abord. Ah non, ça va. Pourquoi? Non, mais
C'est un point que je vais voir après, justement. Non, mais c'est un max width, c'est pas un minimum. C'est un max width, donc je pars. Imaginons que je pars ici de la plus petite dimension jusqu'à 640. Mon image est pleine largeur. Si je suis au-delà de 640, bah, est-ce que je suis en dessous de 1280 ou pas? Donc l'ordre là est vraiment très important. Du coup, on peut mettre des max width ou des minimum width. Ça va venir après, effectivement. Là, je commence à la plus petite dimension parce que je suis sur du max width. Si j'avais mis du min width, je serais d'abord parti sur la plus grande dimension. Mais je vais rentrer ça en détail là. Tiens, il y a un ordre primordial qui ne va pas être là. Là, c'est pareil. Sur les sources, si on en a plusieurs, ou même entre une source et le IMG, l'ordre est important. Alors, le IMG, il vient toujours à la fin, mais entre plusieurs sources, l'ordre est important parce qu'il va s'arrêter à la première source qui valide aussi. D'accord? Il faut bien qu'il y ait une progression des media queries dans la source, sachant que la media query, c'est pas forcément juste une instruction max width ou min width, ça peut être une media query aussi riche que celle que vous mettez dans vos CSS. D'accord? Donc il faut bien valider que l'enchaînement de sources correspond au cas que vous voulez maîtriser. Typiquement, pour répondre à la question est-ce que je peux envoyer des images qui sont en gros de densité 2, même sur des écrans de densité 4, pour éviter de charger des images qui sont beaucoup trop lourdes, ben on va pouvoir utiliser des sources avec des media queries sur la densité. Pour dire, ben, si j'ai une densité de plus de 2, alors je charge autre chose. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais l'ordre des sources est important. Deuxième question de Maureen. Comment gérer les images responsives et formats, donc extensions d'images différents? Donc WebP pour Chrome par exemple, effectivement, Chrome supporte le WebP qui permet de gagner en gros 30 à 40% de poids par rapport à JPEG, avec la même qualité visuelle. JPEG 2000, JPEG XR sur Edge, et ainsi de suite. Donc ça, on peut le faire avec Source aussi, en utilisant l'attribut type. Là, on va lui dire, j'ai une source de type WebP, voici le source set, ça peut être un source set avec différentes dimensions si vous voulez. Donc si le navigateur comprend le type WebP, il va prendre ça, sinon il va continuer, et là on lui met le JPEG. D'accord? On peut mettre du WebP, du JPEG XR, du JPEG 2000, on peut mettre tous les formats connus. Les navigateurs vont prendre le premier qu'ils comprennent, exactement comme on faisait en audio ou en vidéo. Évidemment, si on combine de la direction artistique, donc des media queries pour avoir différents ratios en fonction des breakpoints et différents formats d'encodage, bah on va multiplier les sources puisqu'on fait de la combinatoire. Donc attention, ça veut aussi dire qu'il va falloir stocker toutes les images en double sur les serveurs ou être capable de les générer à la volée. Ça peut faire du poids, un volume à stocker. Ou alors ça veut dire qu'on utilise un service qui va le faire pour nous. Voilà, il y a des services qui existent qui font ça. Maintenant, il y a un autre moyen de faire ça. On peut utiliser la négociation de contenu, où en fait, alors on aurait pu, en fait, le navigateur il envoie des en-têtes quand il fait des requêtes, et il dit dans la requête quels sont les formats qu'il supporte. Chrome dit voilà, je supporte les images en format WebP, JPEG, machin. Firefox avant disait je supporte JPEG, tout ça, mais pas WebP. Donc on pouvait très bien côté serveur dire tu veux un JPEG, je vois que tu supportes le WebP, c'est plus léger, donc je vais plutôt t'envoyer un WebP. Et du coup dans le HTML on n'avait rien besoin de faire. Le problème c'est que maintenant Firefox envoie comme signature de format supporté étoile/étoile. Donc on ne peut plus décider avec ça. Et donc certains font plutôt de l'identification de Firefox par son user agent. Et le user agent, c'est le mal, donc il ne faut pas faire ça. Ils viennent d'annoncer qu'ils supportaient WebP en 2029. Ouais, alors c'est en dev. Le ticket bouge depuis 2-3 jours parce que Edge a annoncé il y a 3 jours que c'était passé en test dans Edge 18. Donc Firefox se réveille, enfin comme là. Donc ça va arriver. Donc on peut espérer avoir du WebP un peu partout bientôt. Mais évidemment, il y a encore des navigateurs qui traînent. Qui ne supporte pas. Donc ta recommandation, c'est? Ma recommandation, c'est de ne pas se prendre la tête et de faire que du JPEG partout pour faire simple, déjà pour commencer.
et puis après éventuellement d'avoir une solution tierce qui gère la conversion à la volée si le navigateur le supporte, et de leur laisser gérer la grosse complexité d'identification par les user agents, parce qu'il y a des nouveaux user agents tous les jours. Donc c'est une galère pas possible. Donc il y a quelques boîtes qui font ça, qui ne font pas trop mal, il n'y a pas trop de trous dans la raquette, mais il ne faut pas faire ça soi-même. Quatrième question de Fractal que je n'ai pas vu, je crois non plus, décidément. D'Airbus me dit régulièrement que mes images ne sont pas la bonne taille, que ça va à l'encontre des bonnes pratiques, tout ça. Et alors dans le suite du ticket, vous pourrez le voir, hein, le dépôt est public. Alors déjà, d'Airbus, c'est bien, bravo. C'est bien d'utiliser d'Airbus pour tester son site, il y a plein de bonnes choses dedans. C'est une boîte française, autant faire fonctionner le business local. Et donc d'Airbus a raison, parce qu'en fait, en regardant le code, il fournit un lien dans le ticket, en fait, il a mis juste une grosse image avec un max width 100% pour que ça ne déborde pas. Et puis, donc, évidemment, c'est le code que j'ai montré tout à l'heure qu'il va falloir utiliser pour répondre à cette question. Parce que moi, je ne suis pas là, on aurait pu discuter. Et dernière question que je me suis posée moi-même suite à des discussions, et ça rejoint la question de tout à l'heure, c'est j'ai des min-widths dans mon CSS parce que je fais du mobile first. Donc je pars de styles qui sont valables partout, puis je fais des media queries en min-widths uniquement pour surcharger pour les plus grands devices. Et dans mon HTML, je mets des max widths parce que je veux commencer par les plus petites dimensions. Dans mon sizes, je mets du max width. Est-ce que c'est cohérent et comment ça se comporte? Voilà, donc c'est la question de tout à l'heure, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire du min-width aussi dans les images, dans le sizes, ou est-ce qu'on fait du max width pour rester dans le même ordre? Et puis même, une autre question au passage, c'est d'accord, mais on fait des trucs en pixels, si on fait du design élastique, donc en REM, pour pouvoir supporter du zoom texte et tout ça, comment ça se comporte? Donc je vais répondre à tout ça. Donc imaginez que là, pour ce layout, dans votre CSS, vous avez des styles par défaut qui s'appliquent partout, et puis un min-width 640 pixels, donc correspondant à ce design, où l'image va ne faire plus que 60 VW, donc 60% de la largeur du viewport, et puis après, au-delà de 1280, ça fait plus qu'une largeur fixe à 400 pixels. CSS simple, pour un layout simple. Si je regarde juste le premier cas, au niveau de l'image, ce que j'avais fait, c'est donc avec un max width, ce que je vous ai montré tout à l'heure, jusqu'à 640 pixels, je suis à pleine largeur. Là, je change à partir du coup après les 640, donc jusqu'à 1280, je passe à 60% de la largeur du viewport. Et puis enfin, 400 pixels. Est-ce que quelqu'un voit un problème? Est-ce que vous voyez du fond déjà? Ouais. Ah, vous voyez pas le bas? C'est bas long. Ouais. Le code important est en bas. Dommage. Il y a des places un peu devant, hein, si vous voulez vous rapprocher. Alors le problème, en fait, il n'est pas évident parce que il faut comprendre ce que signifie exactement min-width et max-width. Donc le problème, il est là. Parce que là, on est sur un min-width 640 pixels et sur un max-width 640 pixels. Donc quand on est à 640 pixels, on donne deux instructions différentes pour la taille. Ici, on lui dit, quand tu es à 640 pixels, puisque min-width c'est incluant la valeur, tu fais 60 VW. Et là, on lui dit, jusqu'à 640 inclus, tu fais 100 VW. Donc quand il est à 640, on va lui dire charge une image pour 100 VW, mais en fait, on va l'afficher qu'à 60. Ah, c'est ça qui prime. Il n'y a rien qui prime, c'est deux choses différentes. Lui, il définit quelle image charger, et lui, il définit comment l'afficher. Donc on va charger une image trop grande. D'accord? Donc, évidemment, ce qu'on va se dire, c'est ah oui, mais c'est parce qu'en fait, je voulais aller que jusqu'à 639. Ok, on peut mettre 639. Mais du coup, on n'a plus les mêmes valeurs,
Il faut penser à chaque fois retirer un pixel ou en rajouter un et tout ça. C'est un peu pénible. Donc on va plutôt faire du min-width pour avoir les mêmes valeurs. Mais du coup, ça veut dire que notre sizes, il faut qu'on le retourne. Donc dans notre sizes, on va partir des plus grandes dimensions. Donc avec des min-widths de la plus grande dimension. Et puis on va diminuer les dimensions petit à petit, ce qui permet de garder les mêmes valeurs. D'accord? Si tu choisis une manière de faire en CSS en HTML, il faut que ce soit cohérent dès le début. C'est ça. Sinon, tu te retrouves à devoir synchroniser mentalement, ah tiens, il faut que je fasse un pixel d'écart. Donc c'est un peu pénible. Donc c'est, voilà, ça c'est une des pirouettes, faut pas se monter là-dessus. Et du coup, après, si on rajoute de l'EM là-dedans, donc j'ai fait une conf il y a 5 ans déjà, à Paris Web. 45 minutes juste sur l'EM. Donc vous pouvez aller la voir, si vous ne l'avez pas vu, pour comprendre pourquoi j'aime bien l'EM, pourquoi je recommande en utiliser. Mais là, du coup, si on se dit qu'on va faire un design élastique, donc qui permet de s'adapter à une dimension de texte choisie par l'utilisateur parce qu'il en a besoin pour l'accessibilité, par exemple, du coup on va définir nos media queries en EM. Donc le layout il va varier en fonction des dimensions définies en EM. Donc, vu que les tailles d'images dépendent du layout, on va aussi définir les media queries dans les images en EM. D'accord? On va voir que d'avoir fait ça aussi, ça va simplifier les choses par rapport à l'inversion où on est en MaxWidth. Parce que faire 40 EM moins 1 pixel, c'est pas ça. Voilà, donc ça nous permet aussi de faciliter le travail en EM. Un point important, si on passe en EM dans le design, à la place des pixels, les dimensions d'image, elles, restent en pixels. D'accord? La dimension de l'image, c'est sa dimension intrinsèque native. Donc on reste sur des W qui représentent le width en pixels. Et au passage, pour ceux qui ne connaissent pas encore, dans le source set, la dimension là, c'est vraiment, c'est un descripteur qui dit les 640 représentent une largeur. C'est pas un VW, c'est un W. VW, c'est une unité, un pourcentage de la largeur du viewport. Là, on est sur W juste pour dire c'est une dimension, alors qu'avec X, c'est une densité. D'accord? Parce que des fois, je vois des VW là-dedans, le navigateur, il dit je ne sais pas ce que c'est. Normalement, vous êtes tous comme ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ces cas que je vous montrer déjà? Non, c'est clair? Suffisamment clair? Parce que ça va devenir un peu velu. Donc, un cas concret qu'on a rencontré justement il n'y a pas très longtemps, où on a un petit brief. Pardon. D'accord. Ah, voilà. Alors, un cas concret. Comment écrire que pour un écran plus grand, je veux une image plus petite, et vice-versa, en format large, donc quand le viewport est large, supérieur à 1024 pixels, j'ai un design en 2 colonnes, en 50-50, dont l'une comprend une image qui occupe 100% de la colonne, donc 50% du viewport. La colonne est flexible, et sa largeur max est de 740 pixels. Voilà. Les infos qu'on a, et sur un plus petit viewport, donc en dessous, strictement inférieur à 1024, on est sur du monocolonne, linéarisé, l'image occupe 100% de la largeur disponible, donc elle fera au maximum évidemment 1023 pixels. Et voilà tout ce qu'on a. Et donc on suppose que les images sont fluides, que les dimensions indiquées sur le wireframe correspondent juste au cas précis où on est sur certaines dimensions, pour illustrer. Et on n'a que ça comme matière. Et quelqu'un a proposé ce code. Donc vous voyez, effectivement, là, on peut avoir plusieurs sources.
On est sur du max width, donc en fait, le navigateur, il va interpréter les différentes max widths et il va s'arrêter dès qu'il va trouver la largeur de viewport correspondante. Et s'il n'en trouve pas, il prendra celle-là. Donc on va analyser ça et peut progressivement aller vers une solution meilleure pour gérer la demande. Premier point, quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, la flèche est complètement mal placée, elle devrait être là. On n'a pas besoin de mettre autant de sources que de variantes, puisque le IMG sera le fallback finalement si aucune des sources ne s'applique. D'accord? Donc on n'a pas besoin de couvrir. Ici on a un min width, donc c'est à dire que tout ce qui est au-dessus, ben, forcément ça la valide. Donc on ne sera jamais sur le cas par défaut si on garde ça. Donc celle-là on n'en a pas besoin en fait. On va pouvoir mettre le source set directement dans l'IMG. Ça évite une potentielle surprise si le viewport se retrouve entre 63,9375 rem et 75 rem. Parce que là, du coup, on a ce fameux 64 moins 1 pixel. Mais c'est un pixel approximé si on est à une dimension de texte de 16 pixels par défaut, et tout ça. Donc, bref. Si je zoome beaucoup, la différence entre les deux peut correspondre à 2 pixels. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, si on vire ce min-width qui, du coup, est dans l'autre sens, ben, on enlève ce problème. Voilà. Donc, on met le source set dans l'IMG. C'est clair? À chaque petite étape, je vais vous demander si c'est clair. N'hésitez pas à dire c'est pas clair. D'accord? Ensuite, juste avant les 30 rem, donc juste ici, là, jusqu'à presque 30 rem, correspond à peu près à 480 pixels, l'image fait 440 pixels, alors que bah, on est censé être en pleine largeur, donc l'image est trop petite. Il faudrait au moins une image de 480. Et sur les petits viewports, sur les mobiles, les densités sont plus souvent supérieures ou égales à 2, donc il faudrait au moins fournir une image de meilleure densité. D'accord? Avec source, on ne donne pas beaucoup de possibilités au navigateur. On lui impose de respecter ça. Quand on utilise un IMG avec juste du source set et un sizes, c'est lui qui va aller choisir la meilleure image pour la condition d'affichage. Là, avec source, on dit si cette médiaquerie s'applique, tu ignores tout le reste. Donc tu ne vas même pas chercher s'il y a une image plus grande parce qu'il y a une densité de 2. Non, non, tu t'arrêtes là. Tu prends que ce que je te dis. Donc on va voir plus tard comment on gère ça. Mais du coup, pardon, mais tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une histoire de... C'était peut-être justement sur le CSS7, mais qui prenait en compte les pixels CSS en fait. Enfin, non, la densité. Pour la densité, voilà. Oui, en fait. Quand on va lui dire, on lui donne les dimensions dans sizes, ça correspond à des dimensions CSS, et quand il a trouvé dans le sizes la bonne dimension, il la multiplie par la densité, ça obtient la taille d'image qu'il doit avoir pour remplir les pixels physiques. D'accord? En fait, dans la spec, le calcul il est inversé, c'est-à-dire qu'il regarde les dimensions à remplir, il divise. Non, là, je me plante toujours, c'est pour ça que je ne l'explique pas comme ça. Mais en gros, il ne calcule pas la dimension d'image à charger, mais plutôt la densité d'image à charger. Sauf que je considère que la densité d'image sur une image qui a un nombre de pixels physique, ça ne correspond pas à grand chose, c'est trop abstrait, donc c'est pas comme ça que j'explique. On arrive au même résultat. Et donc là, effectivement, on ne lui donne pas la possibilité de gérer une densité. Là, on lui dit, si ton viewport il est inférieur à 30 rem, bah, tu prends cette image-là. Oui. Dans l'IMG, le fait de mettre source, SRC, SRC7, c'est un fallback pour ceux qui savent pas gérer SRC7, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, là, un navigateur qui comprend Picture, il comprendra source 7, donc finalement il n'utilisera jamais le SRC. Là. Par contre, un navigateur qui ne comprend pas Picture, il va ignorer Picture, il va ignorer les sources, puisqu'ils sont dans un élément qu'il ne comprend pas. Il y a juste IE9 qui posait le problème, mais je peux le dire juste après. Et donc, un vieux navigateur qui ne supportait pas ça, il prenait l'IMG. Certains ont commencé par supporter source 7, donc ok, ils pouvaient utiliser ça. Et ceux qui ne comprenaient même pas source 7, bah, ils avaient le SRC. Donc c'est le fallback.
pour les navigateurs qui ne comprennent pas grand-chose. Il n'y en a plus trop, heureusement. Et effectivement, IE9 posait problème parce qu'il voyait un source, il disait chouette, une vidéo, mais il n'avait pas vu la balise vidéo. Donc il essayait de faire un truc bizarre. Donc pour IE9, en fait, on mettait une balise vidéo dans des commentaires conditionnels, un if, IE, EQ9, machin, pour qu'il n'y ait que lui qui l'interprète. Heureusement, aujourd'hui, IE9, qui supporte encore IE9 dans ses projets? Enfin, qui doit supporter. C'est bien si vous le faites de vous-même, mais qui doit, peut-être, pas de chance. Donc, typiquement, il ne comprend pas les images responsives. Si vous utilisez un polyfill comme picturefill, qui va émuler le comportement des images responsives en JavaScript, vous allez retomber sur ce problème. Donc, vous devez mettre un commentaire conditionnel avec la balise vidéo pour IE9. Sachant que les commentaires conditionnels ont été supprimés dans IE10 de mémoire. Donc, heureusement, IE10 n'a pas ce problème. Donc, sujet suivant. Les deux sources ici, inférieures à 30 frames, inférieures à 48 frames, chargent la même image, mais dans des dimensions différentes, mais avec le même ratio. 2 pour 1, d'accord? Avec le même contenu visuel, puisqu'on s'intéresse ici au mode de l'affichage de la même image. Ce sont des max width, donc finalement le premier il n'est pas très utile. On veut afficher une image qui est dans 2 dimensions jusqu'à 48 frames. D'accord? Donc là on peut lui donner du coup les 2 tailles d'image dans un source 7. Et on aurait pu se dire je garde que la plus grande, mais non, on ne veut pas que les petits viewports chargent. Petit viewport avec petite densité charge la grande, donc on conserve les 2. Et là, on a un problème. Alors, on perd une caractéristique aussi du code d'après, du code d'avant, on y reviendra, mais qu'est-ce que vous voyez comme problème là-dedans? On ne les donne pas les dimensions, en gros. Donc il manque quelque chose. Il manque les descripteurs. Alors, s'il n'y a qu'une seule image dans le source set, comme c'est le cas des 2 autres, il va l'interpréter comme un source set 1x. D'accord? Mais là, on lui en met 2. Donc en fait, dans les codes d'avant, où on ne précisait rien, c'était pas très grave parce qu'il considérait que c'était une densité de 1. Maintenant qu'on lui en met 2 dans le même source set, il faut qu'on lui précise si c'est de la densité ou de la dimension. D'accord? Dans ce cas-là, on sait qu'on est sur une image de largeur variable. D'accord? On est sur le design monocolonne mobile, donc fluide. On est sur des variables, donc x n'est pas applicable. D'accord? Donc on va utiliser w. C'est clair, la logique? En gros, le x, vous allez quasiment jamais l'utiliser. Donc on va indiquer les dimensions d'image. On le fait aussi pour les autres, tant qu'à faire, comme ça c'est homogène, parce qu'on sait qu'on est aussi sur du fluide. Donc on lui indique les dimensions d'image avec un descripteur W. C'est clair jusque-là? Alors, nouveau souci. Non, alors le souci d'avant. En fusionnant les 2 premières sources, on a perdu la limitation de la largeur d'image à 440 pixels pour les petits viewports. D'accord? Si je reviens là, ici, pour les viewports inférieurs à 30 frames, on lui disait c'est une image de 440. Avec ce code, là, pour un viewport inférieur à 30 frames, s'il a une grosse densité, il aura quand même chargé l'image de 750. D'accord? On ne lui donne pas ici de contrainte là-dessus. Oui, mais c'est mieux. C'est mieux ou pas, mais en tout cas, là, on lui dit fais comme tu peux avec ça, et on lui donne moins de contraintes qu'avant. Donc ça peut être mieux de moins donner de contraintes. Mais en tout cas, on a perdu quelque chose par rapport au code d'origine. Voilà. Donc là, il lui manque en fait un attribut sizes, qui ne va pas changer grand-chose effectivement au fait de charger une image plus grande avec une densité plus grande. Mais il manque l'attribut sizes, et c'est juste pour expliquer que l'attribut sizes, quand il n'est pas là, il a une valeur par défaut de 100 VW. D'accord?
Il se trouve que si vous respectez l'aspect du What Working Group, Sizes est obligatoire. Donc votre code n'est pas valide si vous ne le mettez pas, même s'il a une valeur par défaut. Alors que dans HTML 5.2 du W3C, c'est pas obligatoire. Ça dépend ce que vous souhaitez respecter. Il vaut mieux mettre toujours le sizes, comme ça vous savez ce que vous avez, c'est explicite, il n'y a pas de problème. Donc, ici avec un viewport de 30 rem, l'image 440 sera chargée sur un écran de densité en gros inférieur à 1,5. Parce que les densités, c'est pas que des nombres entiers, hein, au passage. Alors que la plus grande sera chargée dès que l'écran sera d'une densité supérieure à 1,5. D'accord? Calcul. Parce qu'elle fait 750. D'accord? On veut l'afficher dans 480 pixels. Donc il va aller chercher une image plus grande. Donc là, on a plutôt gagné en qualité visuelle, ce qu'on disait, effectivement, on va charger une image plus grande sur un petit écran de grande densité. On a plutôt gagné, mais ça ne correspond pas à ce qu'on souhaitait faire avec le code initial. C'est pour ça que, faire gaffe, on peut vouloir limiter le poids des images en ne chargeant pas des images de trop grande densité. Ça va? Alors, dans le besoin exprimé, l'image est de même ratio pour tous les viewports. On considère que c'est une image fluide de même ratio. Donc jusqu'à 64 rem, qui est notre breakpoint où on change de design, de layout, on doit avoir les mêmes ratios. Donc dans ce code-là, ce n'était pas le cas. Donc il faut qu'on corrige ça. Et on change donc le ratio de la troisième image, donc de la deuxième source, qui était la troisième source au départ, pour le remettre dans le source 7, finalement, du premier, avec de bonnes dimensions. Nicolas, oui. Tu n'as pas des codes pen ou des exemples du code là pour se rendre mieux compte, parce que c'est un peu abstrait au tableau ouais. de faire des. On va pouvoir changer les valeurs, tester avec des devices ou des trucs comme ça pour voir ce que ça donne. J'ai pas de code pen, par contre on va pouvoir effectivement le faire quand j'aurai fini mon explication. Chacun va pouvoir s'y mettre et effectivement tester tout ça. Alors, du coup on a mis notre troisième image dans le source set du premier de la première source et on a passé le max width à cette valeur là puisqu'on on gère les... Et ainsi avec la hauteur. Bah, on a changé, ce que je disais c'est que en fait cette image là n'était pas au bon ratio. Oui, mais elle n'est pas dessus. Tu as doublé la valeur au lieu de la diviser par deux. Exact. Je l'ai inversé, oui. C'est 2046. Non, Mais du coup non, c'est 1023 fois... divisé par deux. Ouais, il faut diviser par 2, donc c'est 512. 511 et demi. Effectivement, donc ça c'est pas bon. Bravo. C'est compliqué, hein. Même moi je veux... envoyer. Et là, il nous manque donc le sizes. Ça c'est le cas petit viewport image pleine largeur de toute façon. Donc le sizes on sait qu'il vaut 100 VW si on ne le met pas. Par contre ici, on est sur la moitié de la largeur dans notre layout. Donc si on ne met pas de sizes, il va vouloir charger l'image pour toute la largeur. Alors, il se trouve qu'il ne peut pas parce qu'on ne lui en fournit pas. D'accord? Ici on lui fournit une image de 740 de large. Et bah, c'est à partir de justement du design où l'image fait, je sais combien c'est, donc c'est à 1023 que ça tourne, ça change. Enfin 1024, donc 512. Donc quand le viewport est à 1024 ou plus, lui il voudrait charger une image de 512 ou plus. Enfin non, de 1024 puisqu'il n'y a pas de sizes en fait. Alors que nous on voudrait que ce soit 512 ou plus. D'accord?
Voilà. Et donc en fait le 740 ici correspond juste à l'image la plus large qu'on voudrait charger sur un écran large, un viewport large de densité 1. C'est un cas très particulier que gérer là-dedans. Ça ne gère pas tous les cas qu'on voudrait gérer. Au passage, le fallback ici, qui est une image carrée qui ne correspond à aucun des deux cas, serait mieux à 740 pixels pour les navigateurs qui ne supportent pas les images responsives, sachant que c'est essentiellement sur desktop qu'il reste des navigateurs qui ne supportent pas les images responsives. Donc on prend le cas du layout desktop quand on gère en général la source qui est en fallback. Donc voilà, donc là on n'a pas de risque de télécharger une trop grande image, vraiment trop grande parce qu'on n'en a qu'une, mais le navigateur, lui, pense qu'il a une image qui occupe 100% de la largeur du viewport. Donc c'est pas bon. Donc il faudrait qu'on puisse lui fournir une image moins large sur les écrans de densité 1 et de viewport inférieure à 1480, donc entre 1024 et 1480. Et par contre une image plus large si la densité est supérieure. Donc on va mettre ici, on met le sizes comme ça c'est explicite. Ici l'image de fallback on la met en 740. Alors oui, si 900 ça va être la dimension du coup. Et ici on va lui rajouter d'autres images pour gérer les petites dimensions, gérer les plus grandes dimensions ou grandes densités. Et on lui met le sizes. Qui du coup ici, comment je l'ai fait? Je l'ai mis en minutes et je l'ai mis bien dans le bon sens, oui, donc c'est bon. Dans les paramètres en fait de l'exercice, on va dire, on a vu qu'on voulait limiter à 740 pixels de large les deux colonnes qui sont côte à côte. Donc au-delà de 92 rem qui correspond à 2 fois 740 pixels de large, l'image elle sera plus d'une dimension supérieure, donc on peut bloquer à une dimension en pixels. On aurait dû faire en rem d'ailleurs. Ici, oui, ici en fait, min-width 92 rem, vous pouvez mettre 46 rem. Ça doit correspondre à 740 pixels quand la dimension texte est à 16 pixels. C'est clair? En dessous 92 rem, donc en dessous de 1480. L'image occupe la moitié de la largeur, mais c'est fluide, donc c'est 50 VW. Et en dessous, on est sur le petit viewport, donc on est pleine largeur. Pourquoi on ne met pas 50 VW sur les deux? Pourquoi on ne met pas 50 VW ici? Parce que sur un grand viewport, imaginez vous avez 2000 en viewport, Oui, mais il y en a... il va falloir charger l'image de 1000, alors qu'on veut limiter à 740. En fait, il va prendre l'ensemble du viewport. Il va prendre ce qu'on a dit. Lui, il ne sait pas qu'on a mis un max width sur notre layout. Oui. C'est pour éviter qu'il télécharge l'image de grande densité s'il en a besoin. C'est ça. Typiquement, oui, si je suis sur un écran de, alors que je ne dise pas de bêtises, 1480, ça va être pour densité. Si je suis sur un écran de 1480, de densité 1, j'affiche l'image sur la moitié de la largeur, c'est bien 740. Si je passe au-dessus, imaginons que j'ai un viewport de 1600. La première slide. Donc on bloque les 740. C'est ça. En partant de la plus grande dimension, en fait, et on diminue. Alors, dans tous les exercices, là, les tailles qu'on a mis sont complètement arbitraires. Enfin, il faudrait voir comment choisir les bonnes dimensions, évidemment. Voilà, donc ça, c'est le code optimisé à partir de ce qu'on avait au départ, où il y avait 4 sources, une seule image dans chaque SRC7, et ainsi de suite. Donc ce code-là va répondre mieux aux besoins, laisser le navigateur choisir l'image qu'il souhaite en fonction de la densité. Alors ce n'était pas le cas, on gérait que des densités de 1 en fait dans le code initial. Voilà, donc c'est notamment si on a un grand écran de densité 2, on aura aussi une grande image, alors que dans le code initial on n'avait qu'une image de densité 1 aussi pour les grands écrans, et ainsi de suite.
Question. Ouais, petite question. Jusqu'à présent, moi j'avais une idée qui s'appuyait sur Width 8, qui réservait la place dans le flux. Là. Et En fait, d'accord. ça marche pas partout. Non, mais comment tu gères en fait, surtout dans le cas où tu as des images qui changent en fait, en fonction de la direction artistique. Comment tu vas réserver le height en fonction de l'image qui n'est pas préchargée? Il n'y a pas moyen de le préciser. Enfin, je pense pas que je l'ai pas vu. Non, alors en fait, il y a des discussions en cours dans les groupes de travail de W3C pour pouvoir définir à l'avance le ratio de l'image. Donc il y a des nouveaux attributs qui arrivent qui vont normalement permettre de effectivement réserver l'espace. Donc avec des nouveaux attributs HTML pour dire l'espace à réserver c'est telle chose. Parce que jusqu'à présent, effectivement, on avait les attributs width et height dans IMG, sauf que quand on est sur des images fluides, forcément, vu que width et height c'est des dimensions pixels. Mais après, derrière, tu prenais les modèles CSS, max width, height auto. Ouais, le problème c'est que ton CSS il se charge après, voilà. Potentiellement. Donc ça marche pas. Donc tu peux faire du CSS inline, c'est l'astuce qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est pas génial. Donc on a mieux qui va arriver. Et donc là, en attendant, du coup, tu fais quoi? Tu mets les attributs quand même sur IMG en fallback et par-dessus pour essayer. Alors, je les mets en fallback pour le fallback, Ouais. et ça correspond aux dimensions de mon image de fallback en général. Comme ça. Par contre, le principe que globalement, mensuel, c'est le même. J'essaye de mettre dans le fallback l'image correspondant au layout. En gros, le layout 1024, parce que je sais que les vieux IE ils sont sur des écrans qui sont plutôt en 1024, c'est le fallback. Là, il n'y a pas de solution miracle. Alors, on peut encore améliorer ça, finalement, en inversant. C'est-à-dire qu'on a ici un max width avec 64 frames moins 1 pixel. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand même plus, on est plus serein si on inverse pour passer sur du min width avec 64 frames. Par contre, si on passe sur du min width avec 64 frames, ça veut dire que dans la source, c'est plus ça qu'on a, c'est ça. Il faut tout inverser. Donc on passe avec en min width 64 frames le code pour le layout à 2 colonnes, et dans le IMG, le code pour le layout monocolonne des petits viewports. D'accord? Et là, on n'a plus de formule magique avec des chiffres avec 4, enfin des nombres avec 4 chiffres après la virgule. C'est quand même un peu plus serein. Il y a de fortes chances qu'on ait de toute façon un min width 64 frames dans son CSS. C'est plus propre. Alors, il y a différentes astuces qui ont été tentées pour synchroniser les valeurs de breakpoint entre les images responsives et la CSS. Ça passe forcément par des préprocesseurs, des trucs un peu compliqués, qui ne sont pas forcément disponibles dans tous les environnements de travail. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle, hein, chacun a sa petite recette. Mais il ne faut pas oublier qu'un design, ça vit dans le temps. Et donc si on change le layout, il ne faut pas oublier d'aller changer les valeurs dans les images, dans les pages. Ça, c'est le côté pénible. Il y a eu quand même 2-3 ans de travail d'élaboration de ce standard, et malheureusement, il n'y a pas eu de solution à cette problématique de synchronisation de layout entre les images et le CSS. Alors, ça c'est clair? Est-ce que c'est pas fini? Ouais, 15h30. En fait, on avait mal compris le besoin. En fait, le client, un peu tordu, il voulait que les images fassent toujours 900 pixels de hauteur. Donc du fluide en termes de layout, mais avec une image qui reste de hauteur fixe. Donc pas vraiment fluide. Donc déjà, c'est pas le comportement fluide naturel dans les designs. Notamment si vous êtes sur un tout petit écran, sur les smartphones bas de gamme, on va dire, l'image elle fera plus de 2 écrans de haut, c'est pas forcément top quand on scrolle dans un contenu, d'avoir l'image qui n'est pas visible complètement dans le design. Mais ça veut dire surtout qu'on ne pourra pas éviter de charger des images plus grandes que nécessaire, puisqu'on va devoir charger des images qui font 900 pixels de hauteur par une certaine dimension en largeur pour tel viewport, et à chaque
pixels supplémentaires de viewport, bah, il nous faut un peu plus de matière. Donc évidemment, on ne va pas charger des images au pixel près, donc on va charger des images dont on va retirer visuellement une partie à chaque fois. C'est au moins un site de luxe. Non, je dirais pas qui c'est. Il faudra me payer très cher. Donc on va devoir utiliser une source et le IMG parce qu'on a deux layouts différents de toute façon. Et on va utiliser ici des descripteurs X en fait, pour gérer les variations de densité, parce qu'on n'a pas de variation de largeur au sens où pour que l'image reste de 900 pixels de large pour une même image, on va utiliser sur un fragment de viewport en largeur, on veut qu'elle garde la même hauteur. Donc c'est-à-dire que l'image, on va la garder fixe en dimension. On va rogner les côtés visuellement en CSS, mais qu'on va la garder fixe. Donc du coup, on n'a plus de problématique de gérer des largeurs variables. Il n'y a qu'une seule image là. Alors, le cas simple, c'est qu'on en mettra qu'une, et puis on va juste masquer en CSS ce qui est en trop. Mais du coup, la dimension d'image n'est plus fluide, donc du coup, on va pouvoir se baser uniquement sur la densité. Donc utiliser le descripteur X. Alors, je vous donne des solutions, mais c'est pas pour ça qu'il va falloir utiliser ce genre de choses dans vos sites, c'est pas bon. En termes de X déjà, c'est pas terrible. Et donc on va utiliser du Object Fit Cover en CSS pour gérer le propre. On a notre élément qui est dimensionné, l'image qui est dedans, on veut couper les bords, que ça ne déborde pas de l'élément. Alors après, attention, support dans les navigateurs d'Object Fit, tout ça. Le site est parti en prod avec finalement les images en images de fond CSS. Mais du coup, c'est des images de contenu, donc en termes d'accessibilité, c'est pas génial. Voilà. Mais Qu'est-ce que tu penses de budget, délai, tout ça. Est-ce que tu penses de les avoir parfois masqués au-dessus en contenu pour que si jamais la CSS ne charge pas, de les avoir quand même en contenu. Ouais. On n'a pas de solution idéale parce que c'est un cas tordu, en fait, qui n'est pas prévu par les images responsives. Où là, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, pas beaucoup de budget, tout ça, on a pris la solution qui fonctionnait visuellement au détriment de l'accessibilité, malheureusement. Donc l'idéal pour moi, ça aurait été plutôt de mettre un lien vers l'image et finalement que si l'image ne se charge pas parce qu'on n'a pas les CSS, on a le moyen de cliquer sur un lien pour y accéder. Voilà. Plutôt que de charger l'image quand même et qui serait du coup chargée en double, une fois par la CSS, une fois par la HTML. C'est plutôt on met un lien pour ceux qui sont sous une synthèse vocale ou qui sont, que la CSS c'est pas chargé pour une raison ou d'autre. Au moins on peut avoir accès à l'image quand même. Et donc le code qu'on peut utiliser, ça va être ça. Donc on a notre design pour les grands écrans avec des images dans 2 densités. Et puis pour les petits écrans, et des images dans 2 densités, c'est basique. On veut qu'elle fasse 900 de haut, donc c'est les 900 qu'on a là. Évidemment pour la densité 2, on multiplie tout par 2, cette fois il y a les bonnes dimensions. Pas de bêtises. Et voilà, donc on laisse le navigateur faire son choix là-dedans. Ça c'est la solution minimaliste, parce que c'est-à-dire que sur un petit viewport de 320 pixels, on va charger une image de 1023 de large. C'est dommage. Donc on peut améliorer en mettant plusieurs sources pour avoir ce qu'on masque quand on est sur un petit écran. On garde les 900 de hauteur, mais on charge l'image de 1023 de large. Donc si l'écran fait 320, on a 1023 moins 320 qui est masqué, mais qu'on a quand même chargé. C'est un peu dommage. Donc on va pouvoir utiliser plusieurs sources pour gérer plusieurs paliers pour en masquer le moins possible. On a fixé ici des paliers arbitraires juste pour l'exemple. Il faudrait évidemment analyser quels sont les viewports les plus courants parmi les visiteurs du site pour choisir les bonnes dimensions. Et donc, on a ici les viewports supérieurs à 64M, donc le cas desktop. Ici, les viewports inférieurs, donc le cas mobile. Et on a, dans chaque cas, on a, donc là on a 3 sources. Là on en a 2, la source plus l'image. Donc on a 5 tranches finalement dans notre design auxquelles on va charger les images aux dimensions pas trop éloignées de ce qu'on affiche. Donc c'est vraiment un truc tordu que j'espère que vous ne rencontrerez jamais, mais ça permet d'illustrer une limite des images responsives. Et puis on a une solution alors.
Oui, voilà. Donc là, pourquoi on a ce code-là? Qu'est-ce qui se passe au-dessus de... Oui, l'image, on a vu tout à l'heure, à 740 donc, x2, donc à 1480 pixels de large, le layout il devient fixe. D'accord? Ça ne grandit plus. Et quand on calcule la dimension d'image dont on a besoin, bah, ça va être, ici quand on est sur un minuit, à partir de 85 frames, je prends cette image-là, donc ça va être jusqu'au palier suivant que je vais prendre cette image-là, donc la dimension elle est fonction du palier suivant. D'accord? Mon palier suivant c'est 92,5 frames. Mais j'ai pas besoin de mettre une source, puisque je sais qu'au-delà, mon image elle n'a plus besoin de grandir, et j'ai déjà ici la dimension qui arrive au palier. D'accord? On aurait pu mettre une source en plus, mais on n'en a pas besoin. Et voilà, donc la largeur d'image nécessaire est fixée par rapport au palier supérieur. Donc là, sur mon IMG qui est utilisé en dessous de 40 frames, correspondant à 640 pixels, bah, du coup, ici j'ai une image de 640 pixels pour gérer tout ce qui est viewport 640 et inférieur. Okay. Donc on est décalé entre le min-width ici sur la media query et les dimensions de la tranche suivante. C'est bon l'aspirine là? Voilà, donc là j'ai fini de toutes mes explications. Il nous reste 20 minutes, je crois. Donc moi, je n'ai pas prévu de donner pour tout le monde, désolé. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, vous pouvez effectivement aller sur CodePen. Tout le monde connaît CodePen? CodePen ou un autre. Et essayer de refaire le layout de base que j'avais au début. Je vous le remets. On va faire le cas... Non, celui-là. Partage de slides. Ouais, ils sont en ligne. Alors attendez, je vais vous dire où ils sont. Ce sera plus simple. S'il veut bien me lâcher. Voilà. Alors. Donc vous allez sur... Je vais pas me donner la main. Sur Notist. Qu'est-ce qu'il me fait? J'arrive. Je ne sais pas si vous connaissez Notist, c'est un site sur lequel les speakers peuvent mettre justement leur slide. Et c'est où? Aujourd'hui. Ah, il n'y est pas. Explore. Vous avez... Il y a Paris Web dessus. Pourquoi il ne met plus? Voilà, Paris Web. Et vous l'avez là. En fait, c'est en ligne depuis le début. Ah, c'est ce qui remplace le titre, c'est lequel là? Ça remplace. Ça remplace pas complètement Lanner. Si tu penses à Lanner, il y a Coloc de Tayo qui remplace un peu plus Lanner pour ce qui est référencement des conférences. Là, c'est plutôt pour les speakers, pour qu'ils mettent leur slide. Donc, c'est un concurrent, on va dire, de SpeakerDeck, de SlideShare. Voilà. Normalement, si vous allez donc soit sur Notice, soit directement sur... Normalement, elle est déjà listée sur... Ouais, ça. talks.nicolas-oiset.com. Je vous laisse là, comme ça vous avez la présentation.
toutes ces choses-là. Non, comme ça, d'accord. Mais n'avait jamais fait d'image responsive du tout. Mais en ayant fait du web avec des images dedans. Bien. J'ai une question. Oui. Ah oui, bonne remarque. Pendant quelques temps, on n'avait pas les standards d'image responsive, mais on faisait déjà du responsive. Et on avait donc déjà besoin de charger des images de grande taille pour les grandes densités, mais on ne voulait pas trop pénaliser les petits écrans ou les écrans de faible densité. Donc il y a une astuce qui avait été découverte qui consiste à prendre des images de grande taille, mais à les compresser très fortement et à les afficher finalement dans une surface bien plus réduite que la dimension naturelle de l'image. Et le fait que le navigateur redimensionne l'image pour l'afficher plus petite qu'elle n'est, masque finalement au rendu à l'œil les artefacts de compression. Donc ce qui permettait d'avoir des images qui finalement étaient plus légères que l'image exactement aux bonnes dimensions, avec un rendu équivalent, voire un peu supérieur, ça trompait l'œil. Mais les performances ici d'affichage étaient biaisées en fait. C'est le problème. En fait, ça a été une technique qui s'appelait Compressive Images. Donc c'était une astuce intéressante, parce que du coup dans le CSS, un petit max width 100%, et puis hop, ça roule. Une seule image pour tout le monde, tout ça. Le problème, c'est qu'on charge du coup, même dans des navigateurs de petite dimension, de densité 1, une image qui est bien plus grande, dont il n'a pas besoin. Et quand l'image elle est chargée par le navigateur, il la met en mémoire. Et évidemment, si on a 4, 8, 16 fois plus de pixels que nécessaire, ça fait autant de mémoire utilisée en trop, et de CPU, et de batterie qui se vide plus vite, et ainsi de suite. Donc c'est une très mauvaise pratique aujourd'hui, maintenant qu'on a les standards d'image responsive. Du coup, si on utilisait, je peux pas répondre, mais c'est quelque chose que je vais activer. Si on utilisait des images responsives, ça existe les background images? Non. Non. Le choix des images entre images responsives dans le HTML ou images dans le CSS, c'est plutôt est-ce que c'est une image de contenu ou une image de présentation? Oui, mais je reformule, si on utilise une background image, on n'a pas de moyen de faire de l'optimisation du type d'image responsive. Sur les images, la gestion du responsive dans les images chargées en CSS, on a les media queries déjà, donc on peut déjà faire des choses. Mais ça va s'apparenter un peu au dernier exemple où on va gérer des paliers pour charger différentes images en fonction de la dimension. L'image de base soit chargée, les deux images qui sont chargées. Si les media queries sont bien faites, il n'y aura pas deux images chargées. Par contre, il y a source 7 qui est en cours d'élaboration pour le CSS. On va pouvoir indiquer un source 7, donc plusieurs sources pour une image de fond. Et que le navigateur puisse choisir tout seul en fonction de la densité. Sauf que ça fait 5 ou 6 ans, c'est en train d'être spécifié. Ça a été repoussé dans CSS Images Level 4, qui n'est pas encore, je ne sais plus à quel état il est, mais en gros ça va arriver dans un an minimum. Donc quand ça sera là, on pourra faire du source set, du sizes, enfin les équivalents dans le CSS. Aujourd'hui, on doit faire plein de media queries pour gérer les différents cas. C'est quand même assez fréquent que les grandes images sur les sites soient plutôt de la déco. Plutôt de la déco et plutôt du background. Ouais. Effectivement, mais là, du coup, ça passe par la media query. Tiens, justement, par rapport à ça, quand c'est de la déco, j'ai quand même tendance à me dire que la qualité, je la cherche pas. Je ne vais pas augmenter la densité. Si c'était un plan d'architecte, ok, parce qu'on a besoin de très fin, et là on a besoin vraiment d'une qualité d'image sur des écrans mobiles, ça se voit. Et quand c'est des images qui sont anti-aliasées, des images qui sont purement cosmétiques, je me dis quand même que c'est pénaliser la connectivité qu'on a de l'appareil. Et si on se retrouve dans un métro quelconque, on est automatiquement, on ne sait pas charger ces images, donc du coup, on n'a pas de contenu. Alors en fait, quelque chose que je vous ai pas dit qui est intéressant mais pas encore largement supporté, c'est, je vous ai dit, le navigateur, il va prendre le sizes, trouver la dimension intéressante, multiplier par la densité,
pour savoir quelle dimension il veut afficher. En fait, alors au moins dans Chrome et Opera, je crois, si vous activez l'économie de données, c'est Save Data, le navigateur ne va pas utiliser la densité. Donc il va charger l'image comme si la densité était de 1. Mais là, c'est l'utilisateur qui doit faire le choix dans son navigateur d'économiser la bande passante, finalement. Il y en a qui le font. En France, je pense pas, mais dans certains pays, oui. Si vous activez le mode turbo, je crois, de Chrome, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle, il fera la même chose. Et maintenant, ils sont en train de réfléchir à automatiser ça en fonction de la qualité de bande passante qu'ils détectent. Donc les navigateurs essayent d'améliorer l'expérience utilisateur en ne chargeant pas des images trop grandes si le réseau ne le permet pas. Mais là, du coup, ce qui est intéressant dans le standard des images responsives, c'est que nous, on dit juste, voilà les dimensions qu'on a, l'image, et le navigateur se débrouille pour trouver le meilleur compromis entre qualité visuelle et poids de chargement, et temps de chargement. Voilà, donc, du coup, le fait qu'on ne soit pas trop directif dans le code HTML fait qu'on donne la possibilité au navigateur de faire des optimisations. En l'occurrence, le Chrome fait déjà quelques optimisations par rapport aux autres, puisque si on lui donne 3 tailles d'image par exemple, et que son calcul de sizes lui dit qu'il doit charger une image qui est un tout petit peu plus grande que la deuxième, il va quand même la prendre. Il ne va pas aller charger la troisième qui est beaucoup plus grande, il va dire elle est un tout petit peu plus petite, mais c'est pas bien grave, ça se verra pas, donc je charge celle-là qui est moins lourde. Et plus la densité est grande, plus il va se donner de latitude en fait dans le choix. Donc il y a des optimisations qui sont déjà présentes dans les navigateurs pour limiter le chargement d'image. Maintenant, le cas, quand on veut gérer soi-même ça, c'est-à-dire dire, par exemple, je sais qu'à partir d'une densité 2, la qualité visuelle est suffisante, et ceux qui ont des écrans de densité 3 ou 4, ils n'ont pas besoin d'images énormes, bah, il va falloir faire des balises sources avec des médias queries sur la densité. Pour pouvoir dire, bah, dans ce cas-là, je vais charger des images plus compressées. Parce que pour le coup, on ne peut pas dire, je veux charger une image... si on est sur une image fixe, on va pouvoir utiliser le descripteur X. Mais si on est sur des images fluides, on va quand même faire du W, on n'aura pas le choix, le navigateur il fait quand même son calcul. Donc on va utiliser la technique des images compressibles, hein, compressive image, donc des images plus compressées, mais aux dimensions qu'il attend. C'est un cas particulier qu'on ne voit pas trop souvent, mais on peut gérer comme ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent manipuler un peu, ou ça y est, vous êtes assommés? Oui, bien sûr. Ouais. C'est la dimension de l'image. C'est la dimension physique. L'image, elle est en pixels. C'est ça qu'on bonne question. Bonne question. Si je reviens sur un des exemples là, j'ai une image 740-900, une image 1480 par 800, une 600, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 images. Est-ce que le contributeur dans un CMS il va devoir uploader 11 images? Alors si elles ont le même ratio, on peut espérer que le CMS il est capable de générer des images dans différentes dimensions, le même ratio, déjà. Si on a besoin de différents ratios, mais qui sont du crop, bah, certains CMS proposent un outil de crop. Donc du coup l'utilisateur il upload l'image plein pot et puis il va après générer différents crops. Après ça veut dire que potentiellement on va stocker sur le serveur 11 fichiers, plus le fichier master on va dire, au def, donc ça fait 12 fichiers à stocker. Donc pour ça, bah, soit c'est le CMS qui le prend en compte, soit c'est une solution tierce qui peut être soit un outil qu'on a installé sur ses propres serveurs, comme Sumborg, qui est une solution open source, soit c'est une plateforme SaaS, comme IMGX, Cloudinary, Akamai Image Manager, et ainsi de suite. Et ces plateformes-là, en fait, on leur fournit l'image plein pot, et quand on veut mettre les images ici,
on appelle l'image master en passant des paramètres de resize ou de crop, et c'est lui qui va fournir les images dont on a besoin. D'accord? Et en général, on va, le cas le plus courant, quand on a de la direction artistique, on demande aux contributeurs de charger un master pour chaque ratio ou chaque contenu visuel. Et derrière, on met en place tout ce qu'il faut comme outillage pour qu'ils n'aient pas à gérer les différentes versions. Ça dépend du client, de ce qu'il a comme capacité en termes d'infra, de ce qu'il en termes d'outillage. Certains sites e-commerce, c'est des clients qui ont des solutions de labo photo et qui font tous les exports en un coup. Oui. Le problème, effectivement, il y en a qui ont un DAM, par exemple, Digital Asset Management, donc un outil qui gère les visuels de l'entreprise en dehors, avant l'étape CMS, puisque ça c'est destiné à tous les médias. Et ils sont capables de générer différentes tailles d'images, ces outils-là. Donc on pourrait très bien sortir les différentes tailles dont on a besoin et les injecter dans le CMS. Sauf que si le layout du site change, il va falloir regénérer toutes les images. Donc il faut mettre ça dans la balance. Il faut définir où sont stockées les différentes variantes, qui les génère, à quel moment on les génère, et ainsi de suite. Sans prévoir l'outil qui les génère. Et après, voir si on a l'outil chez soi ou si c'est un outil tiers. Oui, il y a la technique du point focal. On va dire le point d'intérêt de l'image, c'est à cet endroit-là. Préserve-moi au moins ce rayon-là quand tu fais un crop, mais après je te laisse couper en fonction des dimensions que je passe en paramètres. C'est un peu plus aléatoire dans le rendu, mais ça permet de définir qu'un seul point d'attente focalisation. Après on a ça, on a des solutions typiquement Cloudinary et IMGX qui font ça. Notamment basé sur Amazon Recognition, qui est une solution d'Amazon Web Service, où ça va reconnaître les images, les objets et tout ça. Et du coup, on peut faire du crop intelligent, où il va détecter tout seul où il faut cropper quand on a besoin de le faire. Là, on arrive dans des sujets un peu plus poussés, mais ça existe. Je crois qu'il est quasiment l'heure de finir. Sur les différentes dimensions, j'ai dit là, une difficulté c'est aussi de choisir les bonnes dimensions. Là j'ai pris des dimensions arbitraires, mais si, imaginez, donc là vous avez, donc je vais revenir sur le cas plus simple, voilà ici, donc ici sur la partie, c'est là, ici sur la partie mobile, on va dire. Donc ça ici sans VW, donc je suis sur du fluide 100% de la largeur, et j'ai défini arbitrairement des tailles de 440, 750, 1023. Si j'ai surtout des gens qui viennent avec des navigateurs qui ont un viewport de 360, par exemple, qui est assez courant sur les mobiles, ils vont tous charger du... Alors ils ont tous une 360 x 2, 720. Imaginons qu'ils ont tous une densité de 2, ils vont tous prendre 750 pixels de large, pour l'afficher dans 720. Donc ils vont tous prendre 30 pixels de trop. Tous, ça peut être beaucoup, d'accord? Parce que c'est la dimension du port la plus courante. Non, mais du coup on va peut-être se dire, s'il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont plutôt à 720, on va plutôt mettre 720 plutôt que 750. Oui. Alors, non. Non, les breakpoints, ils vont plutôt, pour le layout, ils vont plutôt dépendre de la présentation. Mais pas des navigateurs, enfin pas des utilisateurs qui viennent. Je pense que pour la maintenabilité, c'est mieux de prendre les mêmes, effectivement, même si c'est pas forcément. J'ai des points négatifs, mais peut-être pallier à la performance, non, même les mêmes d'un côté de l'autre. En fait, on n'a pas les mêmes besoins. Le layout dans le CSS correspond à un besoin visuel, UX. Donc on va choisir les breakpoints en fonction de l'espace nécessaire au contenu. Alors que là, on est sur un besoin de performance, donc on va aller choisir les dimensions en fonction des performances. Non, mais pour rentrer dans le layout, mais on va choisir du coup ici les valeurs en fonction des navigateurs, enfin des viewports et densités d'écran les plus courantes dans les visiteurs du site. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des dimensions arbitraires en tout cas. Il faut réfléchir un peu au choix qu'on fait. Voilà.
Et pour la transition, justement, c'est le sujet d'une conférence que je donne mardi à Bordeaux. Donc toute une conférence juste sur le choix des dimensions. Voilà, donc comment choisir ces dimensions-là? Il y a plusieurs méthodes, sachant que ça peut avoir un impact sur la performance pour vos utilisateurs, évidemment. Ça peut avoir un impact sur votre consommation de bande passante. Donc ça peut être financier. Ça peut être un gain financier d'optimiser les dimensions. Le stockage, la bande passante, tout ça. Voilà, donc évidemment les slides, la vidéo, tout ça sera en ligne. Si vous n'êtes pas bordelais ou si vous n'êtes pas encore inscrit, ben, vous pourrez regarder ça plus tard. Mais voilà, pour affiner ensuite encore ce que vous pouvez faire avec. Voilà, les quelques illustrations d'hôpitaux venaient de la clinique de l'amour. Je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Merci beaucoup. Merci.